Je m'appelle Mara Ellison. J'avais 35 ans, j'étais analyste senior en conformité budgétaire. Et la nuit où ma famille a failli détruire ma vie a commencé par un mot qu'ils n'avaient jamais appris à accepter de ma part, non. Au moment où je suis arrivé devant la porte d'entrée de mes parents, du sang coulait sur mes lèvres et le long de mon menton. Mon poignet gauche pendait contre ma poitrine selon un angle qui me levait le cœur chaque fois que je le regardais. La lumière du porche s'est floutée en 2 cercles pâles alors que je trébuchais sur la dernière marche. Grand Aron, mon beau-frère, venait de me frapper parce que j'avais refusé de signer des documents garantissant un prêt commercial de 340 000 $. Le dossier de prêt est resté non signé. Mon poignet lançait à chaque battement de cœur. Mon nez me brûlait terriblement. J'ai essayé de lever la main gauche vers la sonnette. Mais la douleur a jailli jusqu'à mon épaule si violemment que mes genoux ont dérobé sous moi. La voix de Céleste a résonné à travers l'allée. Ma sœur n'a pas appelé d'ambulance. Elle n'a pas dit à son mari de s'éloigner de moi. Elle a dit, tu l'as cherché. Pendant une seconde, j'ai pensé que le coup avait endommagé plus que mon visage. Parce que ces mots n'avaient aucun sens. Céleste était ma sœur aînée. Elle était la personne qui avait partagé une chambre avec moi quand j'étais enfant. Qui m'avait tenu la main aux funérailles de notre grand-mère et qui m'avait promis un jour que personne ne serait jamais autorisé à me faire du mal tant qu'elle serait là. Et maintenant, je l'entendais se tenir aux côtés de l'homme qui m'avait attaqué. Tu aurais dû signer les papiers du prêt, a-t-elle ajouté. Grant m'a dit d'arrêter de faire une scène. Je me suis forcé à m'appuyer contre la porte et j'ai frappé avec le côté de mon poing droit. Maman. Ma voix est sortie faible et étouffée par le sang. J'ai frappé à nouveau à la porte. Papa, s'il te plaît. Un mouvement a clignoté derrière les 3 panneaux de verre. J'ai vu la lumière du couloir s'allumer. Pendant un moment de désespoir, le soulagement a traversé la peur. Quoi que Céleste soit devenue, c'étaient toujours mes parents. Paul et Denise Ellison m'avaient toujours dit que leur maison serait la mienne, peu importe mon âge. La vieille clé en laiton de cette porte était toujours sur mon trousseau. Je l'avais portée pendant 17 ans parce que je croyais qu'elle représentait quelque chose de permanent, la sécurité, l'appartenance. Un endroit où je n'aurais jamais à expliquer pourquoi je méritais de l'aide. La serrure a tourné. La silhouette de mon père est apparue en premier, ma mère juste derrière lui. J'ai essayé de dire le nom de Grant. J'ai essayé de leur dire de ne pas le laisser s'approcher de moi. Mais le porche a tangué sous mes pieds et l'entrée s'est éloignée au lieu de se rapprocher. Mon épaule droite a heurté le cadre. Puis je suis tombé sur le seuil. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir levé les yeux vers mes parents en croyant que j'avais atteint la sécurité. Je n'avais aucune idée que la partie la plus horrifiante de cette nuit ne s'était pas encore produite. Ni de ce que les gens debout au-dessus de moi décideraient de protéger une fois que je ne pourrais plus parler pour moi-même. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après l'ouverture de cette porte, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Des histoires comme la mienne comptent parce que parfois, la différence entre la loyauté et la coercition ne devient claire qu'après que quelqu'un a enfin refusé de garder le silence. Pour comprendre pourquoi un dossier de prêt non signé m'a amené en sang à la porte de mes parents, je dois revenir au rôle que ma famille m'avait attribué bien avant que Grant n'ait besoin de ma signature. J'étais la fille fiable. Je vivais seul dans un appartement à Cedar Glen, en périphérie de Columbus, dans l'Ohio. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. J'avais construit ma vie autour de décisions prudentes, payer les factures avant l'échéance. Conserver un fonds d'urgence. Vérifier chaque document avant de le signer et ne jamais emprunter d'argent que je ne pouvais pas rembourser. Au travail, la prudence était considérée comme une compétence. En tant qu'analyste senior en conformité budgétaire, j'étais payé pour remarquer quand les chiffres ne correspondaient pas à l'histoire qui les entourait. Au sein de ma famille, cette même prudence n'était utile que lorsqu'elle résolvait le problème de quelqu'un d'autre.
Mon père m'appelait chaque fois qu'un avis d'assurance le déconcertait. Ma mère m'apportait des contrats qu'elle avait déjà promis de signer. Céleste m'envoyait des échéanciers de paiement, des lettres fiscales et des offres de financement généralement marquées comme urgentes. J'aidais toujours. C'était ainsi que j'avais appris à maintenir la paix dans la famille Ellison. Je rassemblais les faits, j'expliquais les risques et je trouvais la solution la moins dommageable. Si je possédais la capacité d'empêcher une crise, je croyais que le fait de refuser me rendait responsable de tout ce qui suivait. Céleste portait rarement ce fardeau. À 39 ans, elle restait la fille que mes parents protégeaient en premier. Elle pouvait arriver en retard, oublier des anniversaires ou avoir besoin d'argent sans être qualifiée d'irresponsable. Mon père décrivait ses choix comme des erreurs temporaires. Ma prudence, en revanche, devenait de l'égoïsme desquels créait un inconvénient. Grant s'insérait naturellement dans cette hiérarchie. Il avait 41 ans et possédait Harland Custom Rénovation. Autour de mes parents. Il parlait avec la certitude de quelqu'un qui s'attendait à ce que chaque pièce reconnaisse son autorité. Il parlait de contrats, d'équipe et de projets à venir comme si son entreprise était toujours à un projet de devenir un succès régional. Mon père l'admirait. Grant était décisif, disait Paul, ambitieux, prêt à prendre des risques. J'avais remarqué autre chose. Grant aimait mon jugement financier lorsqu'il soutenait ses projets. Mais il réagissait mal à toute question qui le ralentissait. Il plaisantait souvent en disant que je pourrais trouver un problème dans un billet de loterie gagnant. Tout le monde riait quand il disait cela. Moi aussi. C'était une autre façon pour moi de maintenir la paix. La première indication que Harland Custom Rénovation rencontrait de vrais problèmes est venue de Céleste. Elle m'a appelé un soir pour me demander si une banque pouvait geler un compte professionnel sans préavis. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que Grant faisait face à un retard de paiement d'un client. 2 jours plus tard, ma mère a mentionné que l'un de ses fournisseurs était devenu irraisonnable. Puis mon père m'a dit que Grant avait perdu un projet majeur parce que le client avait soudainement changé de direction. Chaque explication semblait possible en soi. Ensemble, elles ressemblaient à une entreprise en manque de liquidité. J'ai demandé à Céleste si Grant avait parlé à un comptable. Sa voix s'est durcie, il n'a pas besoin d'un audit de sa petite belle-sœur. Mara. Il a besoin de soutien. Je m'excusais bien que je n'ai posé qu'une question. Le dimanche suivant, mes parents m'ont invité à dîner. Quand je suis arrivé, le camion de Grant était déjà dans l'allée. Céleste était assise à côté de lui à la table de la salle à manger. Et mon père occupait la chaise en bout de table comme si une réunion formelle avait été convoquée. Ma mère m'a adressé un rapide sourire, mais elle n'a pas soutenu mon regard. Un épais dossier de prêt reposait à côté de mon assiette. Grant a attendu que je m'asseye avant de le pousser vers moi. Il a dit que la banque Riverbank était prête à approuver un financement d'urgence pour son entreprise. L'argent stabiliserait la paix, réglerait les soldes des fournisseurs et lui permettrait de terminer 2 projets rentables. Mon père a appelé cela un prêt relais. Céleste a dit que c'était la différence entre sauver son mariage et voir tout s'effondrer. Puis Grant a posé son doigt sur la ligne de signature. Nous avons besoin que tu garantisses 340 000 $, a-t-il dit. Personne à cette table ne m'a demandé si j'étais d'accord. Ils ont parlé comme si ma signature avait déjà été promise. J'ai laissé le stylo là où il était. Je vais examiner la demande complète, ai-je dit. Pas seulement les pages de signature. L'expression de Grant s'est tendue. C'est ça la demande. Non, c'est une garantie. Une déclaration financière personnelle et un résumé de la façon dont l'argent sera utilisé. J'ai besoin de la liste des propriétaires, des dettes existantes, des conditions de remboursement et de tout ce que Riverbank a reçu à mon sujet. Mon père s'est adossé à sa chaise. Tu es en train de transformer une urgence familiale en un de tes audits. Une garantie signifie que Riverbank pourrait s'en prendre à mes revenus et à mes biens si l'entreprise de Grant ne peut pas payer. J'ai besoin de comprendre le risque.
Céleste a pressé un mouchoir sous un œil, bien que je n'ai vu aucune larme. Nos vies sont le risque, Mara. Grant a de nouveau tapoté la ligne de signature. Les projets sont déjà sous contrat. C'est du fonds de roulement temporaire. Alors le dossier complet devrait le confirmer. Sa mâchoire s'est crispée. Ma mère a tendu la main à travers la table et a touché mon bras. Ton père et moi avons passé toute notre vie à vous aider toutes les deux. Personne ne te demande de donner 340 000 $ à Grant. On me demande d'en devenir légalement responsable. Si tout se passe comme prévu, tu ne paieras jamais $1, a dit mon père. Cette phrase m'en a dit plus qu'il ne le voulait. Il avait passé des décennies à vendre des assurances et à discuter de risques financiers. Il savait qu'une garantie importait précisément lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. J'ai repoussé le stylo vers Grant. Envoie-moi le dossier complet. Céleste a regardé nos parents comme si je les avais insultés. Riverbank en a besoin rapidement. Je l'examinerai rapidement. Grant a rassemblé les papiers. Tu dois toujours obliger les gens à faire leurs preuves devant toi. Non, je lis les documents avant de les signer. J'ai quitté le dîner avec ma vieille clé familiale toujours sur mon trousseau et le sentiment inconfortable que tout le monde à table avait discuté de ma réponse avant mon arrivée. Grant a envoyé les documents restants par courriel peu avant minuit. Le message ne contenait aucune salutation. Il disait seulement « tout ce que tu as exigé ». J'ai ouvert le fichier sur le comptoir de ma cuisine. Les premières pages montraient des soldes de fournisseurs non payés, des obligations d'équipement et un calendrier de remboursement proposé qui supposait que plusieurs projets généreraient des revenus presque immédiatement. Rien de tout cela ne prouvait que l'entreprise pouvait supporter 340 000 $ de dettes supplémentaires. Puis je suis arrivé à la déclaration de propriété. Harland Custom Rénovation avait 2 propriétaires inscrits. Grant détenait 75%. Je détenais soi-disant 25% en tant que propriétaire non gestionnaire. J'ai lu la ligne 3 fois. Mon nom légal complet apparaissait à côté de mon adresse résidentielle et de mes informations d'identification fiscale. La demande comprenait également une copie de mon permis de conduire et une partie d'une déclaration de revenus précédente. Des documents que j'avais reconnus parce que je les avais autrefois confiés à mon père pour une question financière sans rapport. Je n'avais jamais investi dans l'entreprise de Grant. Je n'avais jamais reçu de bénéfices, assisté à une réunion d'affaires ni accepté de devenir propriétaire. Plus bas, la demande affirmait que j'avais été associé à Harland Custom Rénovation depuis assez longtemps. Pour comprendre sa situation financière, cette fausse désignation de propriété faisait apparaître la garantie moins comme un parent non impliqué sauvant une entreprise en faillite et plus comme une associée établie soutenant sa propre entreprise. Mes mains sont devenues froides. Ce n'était pas une faveur que Grant espérait que j'accepterais. Il m'avait déjà placé au cœur de la transaction. Un message de Riverbank avait été inclus à la fin de la chaîne de courriel. Avant de libérer l'argent, le prêteur avait besoin de ma signature directe et de la confirmation de mon identité. Cette exigence était la seule raison pour laquelle le prêt n'avait pas déjà progressé. J'ai fait ce que je faisais toujours quand quelque chose m'effrayait, j'ai créé un dossier. J'ai écrit au service de conformité de Riverbank et j'ai mis en copie Grant, Céleste et mes parents. J'ai déclaré que je n'avais aucun intérêt de propriété dans Harland Custom Rénovation. Que je n'avais autorisé personne à utiliser mon identité ou mes dossiers financiers. Et que je ne signerais pas la garantie. J'ai demandé à Riverbank de suspendre la demande et de conserver chaque document soumis en mon nom. J'ai lu le message 2 fois avant de l'envoyer. Puis j'ai fixé l'écran, imaginant déjà mon père me disant que je l'avais embarrassé. Ma mère pleurant, et Céleste m'accusant de détruire son mariage. Pendant plusieurs minutes, j'ai envisagé de supprimer le courriel. C'était le vieux calcul que j'avais fait toute ma vie, non pas de savoir si j'avais raison. Mais quelle quantité de vérité la famille pouvait tolérer avant de décider que j'étais le problème. Puis j'ai regardé à nouveau la fausse déclaration de propriété. J'ai appuyé sur envoyer.
Riverbank a accusé réception de mon message le lendemain matin et a placé la demande sous examen. Mon père a appelé moins de 10 minutes plus tard. Que as-tu fait? J'ai dit au prêteur que les informations étaient fausses. Tu as contacté une banque avant de parler à ta famille. J'ai parlé à tout le monde hier soir. J'ai demandé les documents complets. Grant t'a dit que la mention de propriété était administrative. Il ne l'a jamais mentionnée. Un silence a suivi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon père savait que la désignation était là. Papa, comment Grant a-t-il eu mon permis et ma déclaration de revenus? Tu te concentres sur de la paperasse alors que la vie de ta sœur s'effondre. Tu lui as donné mes documents. J'ai aidé à faire avancer le processus. Sans me demander. Tu aurais exigé des semaines d'explications. Il n'avait pas des semaines. Je me suis levé de mon bureau et j'ai fermé la porte. Tu n'avais aucun droit de faire ça. Je suis ton père. Cela ne te donne pas d'autorité sur mon identité. Sa voix a baissé. Ne me parle pas comme si j'étais une des personnes sur lesquelles tu enquêtes au travail. Alors ne soumets pas mes dossiers privés à un prêteur. Il a raccroché. Les messages de Céleste ont commencé immédiatement après. Le premier disait que Grant pouvait perdre ses employés. Le deuxième disait qu'ils pouvaient perdre leur maison. Le troisième me demandait si je pourrais vivre avec moi-même si mon refus détruisait tout ce qu'il avait construit. Grant n'a envoyé qu'un seul message, tu ne comprends pas ce que tu viens de commencer. Je les ai tous sauvegardés. Au cours des 2 jours suivants, la pression a changé de forme sans diminuer. Ma mère m'a rappelé tout ce que mes parents avaient sacrifié quand Céleste et moi étions jeunes. Mon père a dit qu'il avait toujours su que j'abandonnerais la famille dès qu'il serait question d'argent. Céleste a laissé un message vocal dans lequel elle a pleuré pendant 30 secondes. Puis m'a traité d'égoïste lorsque je ne l'ai pas interrompu pour la réconforter. Grant a insisté sur le fait que la désignation de propriété pourrait être corrigée après le financement. Cette déclaration a confirmé que la fausse information avait été délibérée. J'ai répondu une fois. Je ne signerai pas. Je coopérerai avec l'examen de Riverbank. Ne soumettez rien d'autre en mon nom. Mon père a exigé que je vienne à la maison pour discuter de la situation sans me cacher derrière des courriels. J'ai d'abord refusé. Puis ma mère a appelé. Elle semblait épuisée. S'il te plaît, Mara, viens t'expliquer pour que tout le monde puisse se calmer. J'ai déjà expliqué. Ta sœur n'a pas mangé. Grant est furieux. Ton père dit que la banque pourrait signaler cela. La banque devrait le signaler si quelqu'un a utilisé mon identité. Ma mère s'est mise à pleurer. Ce son pouvait encore atteindre la partie de moi qui croyait que j'étais responsable d'empêcher chaque crise familiale. Je te le demande en tant que mère, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, viens à la maison. J'ai accepté parce que j'espérais encore que les faits pourraient rétablir l'ordre. J'ai imprimé la page de propriété, mon courriel de refus et l'accusé de réception de Riverbank. Je les ai placés dans une chemise et je suis allé chez mes parents, croyant qu'une dernière explication pourrait préserver notre relation. La réunion n'était pas une explication. C'était une intervention. Grant se tenait à la fenêtre de la salle à manger quand je suis arrivé. Céleste était assise à côté de ma mère, pâle et rigide. Mon père attendait en bout de table. Aucun repas n'avait été préparé. Mon père a désigné la chaise en face de lui. Assieds-toi. Je suis resté debout. Je suis venu expliquer pourquoi je ne peux pas signer. Je ne suis pas là pour négocier. Alors tu es venu avec la mauvaise attitude, a-t-il dit. J'ai ouvert ma chemise et posé la page de propriété sur la table. Ceci dit que je possède 25% de l'entreprise de Grant. Ce n'est pas le cas. Grant a à peine jeté un coup d'œil. C'est une désignation de non-gestionnaire. C'est faux. Cela répondait à une catégorie de souscription. Vous avez utilisé mon identité pour répondre à cette catégorie. Céleste s'est levée. Arrête de dire ça comme s'il t'avait volé quelque chose. Il a soumis mes informations personnelles sans permission. Papa lui a donné les documents,
a-t-elle dit comme si cela rendait la conduite légitime. J'ai regardé mon père. Il n'a pas nié. Je protégeais cette famille, a-t-il dit. Grant avait besoin d'un garant avec un bon dossier de crédit. Tu étais le choix évident. Un choix nécessite un consentement. Tu es propriétaire de ton appartement. Tu as des économies. Tu as un emploi stable. Grant a une entreprise qui remboursera le prêt. Si vous étiez certain du remboursement, vous n'auriez pas besoin de mes biens pour le garantir. Son visage a rougi. Ma mère s'est interposée émotionnellement, sinon physiquement. Mara, personne n'a géré ça parfaitement. Mais les signaler pourrait transformer un problème temporaire en quelque chose de permanent. Le problème est devenu permanent lorsqu'ils ont mis de fausses informations dans une demande de prêt. Céleste a repoussé sa chaise. Tu veux punir Grant parce que tu lui en as toujours voulu. Je ne veux rien de Grant. Je veux que mon nom soit retiré. Il a construit cette entreprise à partir de rien et je ne la possède pas. Il emploie 14 personnes. Je ne suis pas responsable de ça. Masse salariale. Il est ton beau-frère. Cela ne me rend pas responsable de sa dette. Chaque réponse me coûtait plus qu'elle n'aurait dû. Je pouvais sentir la pression familière dans ma poitrine. L'instinct d'adoucir chaque phrase jusqu'à ce que personne ne puisse m'accuser de causer de la peine. Grant s'est approché de la table. Tu traites un raccourci technique comme une conspiration criminelle. Tu m'as faussement inscrite comme propriétaire et tu as utilisé mes dossiers. J'allais tout expliquer avant que tu ne signes. Tu as donné la fausse demande à Riverbank avant de me le demander. Son assurance a glissé pour la première fois. Mon père a frappé du plat de la main sur la table. Ça suffit. Nous ne allons pas détruire cette famille pour une question de formulation. Ce n'est pas une question de formulation. Riverbank a demandé si les informations étaient vraies. Elles l'étaient. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Pourrais-tu signer maintenant et laisser Grant corriger cela plus tard? Non. Céleste m'a fixé. Si l'entreprise faillit, notre maison y passe avec. Je suis désolé que vous soyez confronté à cela. Je ne peux toujours pas signer. Tu peux nous sauver. Je peux me transférer le risque. Ce n'est pas la même chose. Son expression a changé. La peur est restée, mais quelque chose de plus dur est apparu en dessous. Tu as toujours voulu te sentir supérieur à moi. Non. Tu te situes dans ton parfait petit appartement avec tes économies et tes feuilles de calcul. Pendant que le reste d'entre nous vit dans le monde réel. J'ai travaillé pour ces choses. Elles n'appartiennent pas à la famille parce que Grant a fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Grant s'est rapproché. Tu penses connaître mon entreprise. Parce que tu as lu un dossier de prêt. Le dossier en montre assez pour que je refuse. Qu'est-ce que tu as dit d'autre à Riverbank? La vérité. Tu m'as accusé de fraude? Je leur ai dit que je n'avais jamais autorisé les documents. Il a regardé la chemise. Donne-moi le courriel. Vous étiez en copie. La copie imprimée. Non. Son regard s'est déplacé vers mon sac à main. Donne-moi ton téléphone. La pièce est devenue silencieuse. Mon père ne lui a pas dit d'arrêter. Ma mère a regardé la table. Céleste a dit, Mara, montre-lui juste exactement ce que tu as envoyé. Je m'en vais. Mon père s'est éloigné du bout de la table. Personne ne part tant que ce n'est pas résolu. C'est résolu. Je ne signerai pas et je remplirai le rapport de fraude d'identité de Riverbank. Le visage de Grant a perdu le peu de couleur qui lui restait. Tu ne vas rien déposer du tout. J'ai ramassé ma chemise et mon sac à main. Il s'est interposé entre moi et le couloir d'entrée. Pousse-toi de mon chemin, donne-moi le téléphone. Non. Il a tendu la main vers mon sac. Je l'ai tiré derrière moi et je me suis dirigé vers la porte latérale en passant par la cuisine. Céleste a suivi. Pourquoi dois-tu toujours tout aggraver? Dis à ton mari de me laisser partir. Grant nous a poursuivis. Mon père m'a ordonné de retourner à la table.
Ma mère a répété mon nom comme si la désobéissance était l'urgence. J'ai ouvert la porte latérale et j'ai fait un pas dans l'allée. Grant m'a rattrapé à côté de ma voiture. Il a posé une main contre la portière du conducteur, m'empêchant de l'ouvrir. Tu vas appeler Riverbank et corriger ta déclaration. Ma déclaration est exacte. Tu vas leur dire que c'était un malentendu. Ça n'en était pas un. J'ai attrapé mon téléphone. Grant a saisi la chemise sous mon bras. Les papiers se sont répandus sur le béton. Je me suis penché pour les récupérer, mais il a attrapé mon épaule et m'a redressé. Lâche-moi. Déverrouille le téléphone. Je l'ai levé hors de sa portée. Grant m'a frappé au visage. L'impact a fait pivoter ma tête sur le côté. J'ai trébuché contre le bord de ma voiture et je suis tombé. Ma main gauche a heurté le béton en premier. Une douleur fulgurante a traversé mon poignet. Pendant un moment, je n'ai plus pu respirer. Du sang coulait de mon nez sur l'une des pages de propriété. Grant se tenait au-dessus de moi, fixant mon téléphone qui avait atterri à plusieurs mètres de là. Céleste est restée près de la porte latérale. Elle avait tout vu. Je m'attendais à ce qu'elle coure vers moi. Au lieu de cela, elle a dit, tu l'as cherché. Grant a ramassé mon téléphone. Je me suis forcé à me mettre à genoux, tenant mon poignet. Appelle une ambulance. Les yeux de Céleste sont passés de mon visage au papier de prêt éparpillé. Tu aurais dû signer les papiers du prêt. Grant m'a dit d'arrêter de faire une scène. Je me suis relevé parce que j'avais enfin compris que ni l'un ni l'autre n'avait l'intention de m'aider. La porte d'entrée était de l'autre côté de la maison. J'ai titubé dans l'allée en m'appuyant contre le mur pour garder l'équilibre. Ma vision s'est troublée. Derrière moi, Grant et Céleste se disputaient à voix basse au sujet des papiers et de mon téléphone. J'ai atteint le porche. J'ai appelé mes parents. La porte s'est ouverte et je suis tombé sur le seuil. Ce qui s'est passé ensuite ne m'est revenu que par fragments. Les mains de mon père sous mes épaules. Ma mère disant, fais-la entrer avant que quelqu'un ne la voie. Le plafond du couloir qui défilait au-dessus de moi. Je me souviens d'avoir demandé mon téléphone. Mon père m'a dit que je n'en avais pas besoin. J'ai demandé à ma mère d'appeler le 911. Elle a pressé une serviette sous mon nez et a dit qu'il devait d'abord comprendre ce qui s'était passé. Grant et Céleste sont entrés derrière nous. Grant avait toujours mon téléphone. La vue de cet homme m'a fait tenter de m'asseoir. La douleur a déchiré mon poignet et la pièce s'est à nouveau assombrie. Éloignez-le de moi, ai-je dit. Mon père a regardé vers Grant, puis est revenu vers moi. Personne ne va te toucher. Calme-toi. Il m'a frappé. Tu es tombé, a dit Grant. Céleste se tenait à côté de lui. Tu te débattais. Ma mère a dit à tout le monde de baisser d'un ton. C'était ainsi que ma famille répondait à la violence. Non pas en arrêtant la personne qui en était la cause, mais en rendant la personne blessée plus silencieuse. Ils m'ont éloigné de l'entrée. Le bureau du fond avait autrefois été le bureau de mon père. Il se trouvait à l'arrière de la maison, au-delà de la cuisine et de la buanderie. Là où personne ne pouvait me voir à travers les fenêtres de devant. Mon père et Grant m'y ont porté. Chaque mouvement envoyait une douleur aiguë dans mon poignet et mon visage. Je les ai suppliés d'arrêter. Mes mots sont devenus confus et ma mère a dit que cela prouvait que je ne pensais pas clairement. Ils m'ont placé sur le petit canapé. Mon sac à main a disparu. Mon téléphone aussi. J'ai entendu la porte du bureau se fermer. À un moment donné, ma mère a apporté un sac de glace enveloppé dans un torchon. Elle l'a posé à côté de mon poignet, mais n'a pas appelé d'aide médicale. Maman, quelque chose est cassé. Tu dois te reposer. S'il te plaît, appelle une ambulance. Elle a regardé vers le couloir avant de répondre. Ton père s'en occupe. J'ai essayé de me lever. Le sol a tangué et je suis retombé contre les coussins. Céleste est entrée une fois pendant que j'étais consciente. Je lui ai demandé d'apporter mon téléphone. Elle a croisé les bras. Si tu avais seulement écouté, rien de tout cela ne serait arrivé.
Grant m'a cassé le poignet. Tu es tombé. Il m'a frappé. Sa bouche s'est crispée. Tu as menacé notre vie entière. Puis elle est repartie et a refermé la porte à nouveau. Plus tard. Les preuves montreraient ce que tous les quatre ont fait pendant que je perdais et reprenais conscience. Ma mère a nettoyé le sang sur le seuil et le porche. Mon père a ouvert l'application de la sonnette connectée et a supprimé l'enregistrement de cette soirée. Grant a éteint mon téléphone. Céleste a déplacé mon sac à main dans un placard de la buanderie. Ensemble, ils ont décidé de dire que j'avais bu, que j'étais tombé dehors, que je m'étais rétabli et que j'étais parti avant que quiconque ne pense qu'une attention médicale était nécessaire. Aucun d'entre eux n'a appelé d'ambulance. Aucun d'entre eux n'a vérifié si ma commotion cérébrale s'aggravait. Aucun d'entre eux n'a déverrouillé le bureau pour me laisser partir. La voisine de mes parents, Ruth Delgado, a interrompu leur plan. Ruth avait 58 ans et vivait en face. Sa caméra extérieure courait une partie de l'entrée principale des Ellison et le bord de l'allée. Une alerte de mouvement m'avait capturé titubant vers le porche, suivi de mon effondrement et de mes parents me traînant à l'intérieur. Cela ne montrait pas l'agression. Cela montrait que j'étais visiblement blessé. Cela montrait également Grant et Céleste entrant dans la maison par la suite. Ruth a vérifié l'alerte parce qu'elle avait entendu des cris. Lorsqu'elle est sortie, elle a remarqué une trace sombre sur le porche qui n'avait pas été complètement nettoyée. Elle a appelé le 911. 2 policiers sont arrivés pour un contrôle de bien-être. Mon père les a accueillis à la porte. Son récit a été conservé par leur caméra piéton. Il a dit que j'avais trébuché dehors après avoir bu, que j'étais devenu émotive, que je me étais reposé quelques minutes, puis que j'étais parti. Un policier a demandé comment je étais parti. Mon père a dit qu'un ami était venu me chercher. Ma mère est venue à l'entrée et a dit que Céleste m'avait raccompagné chez moi. La voiture de Céleste était toujours dehors. La mienne aussi. Lorsque les policiers ont demandé à me parler, mon père a répété que je n'étais plus là. Ruth a traversé la rue et a montré à l'un des policiers l'enregistrement sur son téléphone. Les images montraient mes parents m'emmenant dans la maison. Elles ne me montraient pas en train de ressortir. Les policiers ont remarqué des résidus de sang dilué près du seuil. Puis l'un d'eux a entendu un bruit venant de l'arrière de la maison. Mon père a dit que c'était la télévision. Le policier lui a demandé de l'éteindre. Le son s'est fait entendre à nouveau. C'était moi qui essayais d'appeler à l'aide. Mon père a reculé et a dit qu'il ne pouvait pas entrer sans mandat. Les policiers sont entrés parce qu'ils avaient la preuve qu'une personne blessée se trouvait à l'intérieur et se voyaient refuser toute assistance. Leurs caméras ont enregistré le couloir, le torchon de nettoyage humide près de la buanderie et la porte fermée du bureau. Ils m'ont trouvé sur le canapé. J'étais semi-consciente. Du sang avait séché sur mon visage et ma chemise. Mon poignet gauche était visiblement déformé. Je n'avais ni téléphone, ni sac à main, ni chaussures, ni accès à la porte extérieure. Un policier s'est agenouillé à côté de moi et m'a demandé qui m'avait fait du mal. J'ai dit le nom de Grant. Puis j'ai à nouveau perdu connaissance. Les policiers ont appelé les services médicaux d'urgence et ont séparé toutes les personnes présentes dans la maison. Mon téléphone a été récupéré sur le comptoir de la cuisine, éteint. Mon sac à main a été trouvé dans le placard de la buanderie. La vieille clé en laiton de la maison de mes parents était toujours attachée au trousseau à l'intérieur. Je me suis réveillé à l'hôpital avec le bras gauche immobilisé et Lia a fait assise à côté du lit. Lia était ma plus proche amie depuis des années. Elle ne m'a pas demandé de m'expliquer immédiatement. Elle a tenu un verre d'eau pendant que je buvais à la paille et m'a dit où j'étais chaque fois que la commotion cérébrale me replongeait dans la confusion. Les médecins ont confirmé que mon nez était fracturé. Mon poignet gauche présentait une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius qui nécessitait une intervention chirurgicale. J'avais également une commotion cérébrale. J'étais gauchère. Le poignet que Grant m'avait cassé était la main que j'utilisais pour signer mon nom.
lorsqu'une infirmière m'a dit que la chirurgie était nécessaire. Ma première pensée irrationnelle a été que je ne pourrais pas remplir la déclaration de fraude de Riverban. C'était à quel point l'exigence de ma famille avait pénétré mon esprit. Même sur un lit d'hôpital. Une partie de moi croyait encore que je devais continuer à expliquer pourquoi mon refus était valide. Lia a attendu que je sois complètement réveillé avant de me dire la vérité. Ma famille n'a pas appelé à l'aide. C'est la voisine qui a appelé, a-t-elle dit. Et maman? Lia secouait la tête. Ta mère était à l'intérieur. Papa? À l'intérieur. Céleste. Ils étaient tous là quand la police t'a trouvé. J'ai fermé les yeux. L'agression de Grant m'avait effrayé. Les mots de ma sœur m'avaient blessé. Mais apprendre que mes parents m'avaient entendu demander une ambulance et avaient délibérément refusé à changer quelque chose de plus fondamental. J'avais atteint leur porte en croyant que j'étais chez moi. Ils m'avaient fait entrer pour me cacher. L'inspectrice Asia Banton est venue à l'hôpital après mon opération. Elle avait 43 ans, était calme et prudente quant aux limites de ma mémoire. Elle ne m'a pas demandé de combler les trous dus à la commotion avec des devinettes. Elle m'a demandé ce dont je me souvenais directement. Je lui ai parlé de la demande de prêt, de la fausse désignation de propriété. De l'aveu de mon père selon lequel il avait fourni les documents. De mon refus écrit et de l'affrontement. Lorsque je suis arrivé à l'agression, ma voix s'est arrêtée. Lia a demandé si je voulais faire une pause. J'ai failli dire oui. Puis j'ai réentendu Céleste, tu l'as cherché. J'ai continué. J'ai dit à l'inspectrice Banton que Grant m'avait frappé après que j'avais dit que je remplirais le rapport de fraude du prêteur. J'ai décrit la chute, mon poignet heurtant le béton et Céleste refusant d'aider. Je me souviens d'avoir atteint la porte d'entrée, ai-je dit. Après cela, ce sont des morceaux. C'est suffisant pour aujourd'hui, a dit l'inspectrice Banton. Nous établirons le reste grâce aux preuves. J'ai regardé la telle autour de ma main d'écriture. Si je n'avais pas signalé la demande, il ne m'aurait pas frappé. L'expression de Lee s'est tendue, mais l'inspectrice Banton a répondu la première. Signaler une fraude suspectée ne l'a pas poussé à vous agresser. Sa décision a causé l'agression. À l'époque, j'ai entendu ces mots sans les accepter totalement. Ma famille m'avait entraîné à croire que si je pouvais éviter une crise en me soumettant, le refus faisait de la crise la mienne. Cette croyance n'a pas disparu parce qu'une inspectrice l'a corrigée. L'enquête s'est développée par étapes. L'enregistrement de Ruth a établi la chronologie extérieure. Il me montrait atteignant le Porsche blessé, m'effondrant. Étant porté à l'intérieur et ne ressortant jamais. Les images des caméras piétons des policiers ont conservé les déclarations contradictoires de mes parents. Elles ont également montré l'état dans lequel ils m'avaient trouvé, le bureau fermé, le matériel de nettoyage, et l'emplacement de mon téléphone et de mon sac à main. Les analyses hospitalières n'ont révélé aucune trace d'alcool ni de drogues altérantes dans mon organisme. Les constatations médicales correspondaient à un coup au visage, à une chute violente sur la main et à une commotion cérébrale. Elles ne correspondaient pas à la prétention de la famille selon laquelle j'avais subi un trébuchement mineur sur le porche, que je m'étais rétabli et que j'étais parti. Des traces de sang sont restées autour de l'entrée malgré la tentative de ma mère de les nettoyer. Le fournisseur de la sonnette connectée a conservé les journaux de suppression montrant que mon père avait retiré la séquence pertinente peu après que j'ai été porté à l'intérieur. Les enquêteurs ont plus tard récupéré l'enregistrement à partir du stockage dans le nuage. La caméra n'a pas tout capturé. Elle ne montrait que l'entrée et une partie de l'allée. Mais son audio a conservé mes demandes d'aide et la voix de Céleste me blâmant. Elle montrait également mes parents me portant dans la maison tandis que Grant et Céleste suivaient. Mon père avait supprimé un enregistrement qui contredisait l'histoire qu'il a donnée plus tard à la police. Les dossiers de prêt ont répondu aux questions restantes. Riverban a conservé mon courriel de refus et la demande originale. La liste de propriétés m'identifiait comme propriétaire non gestionnaire à 25%. Le dossier ne contenait aucun document valide transférant un quelconque intérêt commercial à mon nom.
Et aucune autorisation me permettant de laisser Grant utiliser mon identité. Les métadonnées des courriels ont montré que mon père avait envoyé mes documents d'identité fiscaux à Grant avant même que la famille ne me demande de garantir le prêt. Un de ces messages disait qu'il pourrait obtenir ma signature une fois que je comprendrais à quel point la situation était grave. Un autre avertissait Grant de ne pas m'envoyer la demande complète avant la réunion parce que je me perdrais dans les détails. Les détails étaient exactement ce qui les a démasqués. Riverbank a refusé le prêt et a signalé une suspicion de fraude d'identité. Un examen financier de Harland Custom Rénovation a montré que l'entreprise avait été insolvable. Avant même que ma famille ne m'approche. Elle devait plus que ce que ses projets actifs pouvaient raisonnablement produire. Le prêt proposé aurait pu retarder l'effondrement. Mais il n'aurait pas pu réparer les pertes sous-jacentes. Mon refus n'a pas détruit l'entreprise de Grant. L'entreprise était déjà en train de faire faillite. Puis, l'inspectrice Banton m'a montré pourquoi mes parents avaient participé. Environ 86 000 $ de dettes liées à l'entreprise de Grant étaient garanties sur leur maison par le biais d'une marge de crédit hypothécaire. Paul et Denise avaient emprunté sur la propriété pour soutenir Grant sans me le dire. Grant avait promis que le prêt de Riverbank stabiliserait l'entreprise et protégerait leur maison. Des conséquences de cette décision antérieure. Mon crédit, mes revenus et mon appartement étaient censés éloigner le danger d'eux. C'était pourquoi mon père avait fourni mes documents. C'était pourquoi ma mère m'avait supplié de signer. Et après que Grant m'eut attaqué. C'était pourquoi ils ont traité mes blessures comme une menace à dissimuler. S'ils appelaient une ambulance et disaient la vérité. L'enquête sur l'agression exposerait la demande frauduleuse. Le prêteur refuserait l'argent. L'entreprise de Grant ferait faillite, et la dette garantie sur leur maison resterait. Ils ont choisi leur survie financière plutôt que ma sécurité physique. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, il était interdit à Grant de me contacter. Des restrictions de protection ont également été imposées autour des autres membres de la famille. Pendant que l'enquête se poursuivait. Lee m'a ramené chez moi et est resté pendant les premières nuits difficiles. Mon appartement me semblait étranger après l'hôpital. Les sons ordinaires me faisaient sursauter. Je vérifiais la serrure à plusieurs reprises. Je me réveillais en croyant que Grant se tenait à côté de mon lit en exigeant mon téléphone. La chirurgie a réparé mon poignet, mais la récupération a été lente. Des tâches simples sont devenues des rappels de ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas boutonner une chemise facilement, préparer à manger sans aide. Ni écrire plus de quelques lettres tremblantes au cours des premières semaines. Mon nez a guéri plus vite que mon sentiment de sécurité. Céleste a trouvé des moyens d'envoyer des messages par l'intermédiaire d'autres parents avant que le tribunal n'élargisse les restrictions. Elle a dit que Grant avait paniqué parce que j'avais menacé tout ce qu'il avait construit. Elle a dit qu'elle avait aussi eu peur. Elle a dit que nos parents avaient fait des erreurs parce qu'ils n'avaient pas compris la gravité de mes blessures. Elle n'a jamais dit qu'elle aurait dû appeler le 911. Elle n'a jamais dit qu'elle était désolée de m'avoir blâmé. Ma mère a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat. Elle a écrit que me voir blessé l'avait terrifiée. Elle a prétendu qu'elle avait nettoyé le porche parce qu'elle était en état de choc. Elle a dit que la famille avait besoin d'une chance de s'expliquer avant que la procédure judiciaire ne rende toute réconciliation impossible. Le message de mon père était plus court. Il a dit qu'ils perdraient leur maison si je continuais à coopérer avec la justice. Cette accusation a atteint la partie la plus ancienne de ma culpabilité. Je savais que l'entreprise serait liquidée. Je savais que mes parents pourraient être forcés de vendre. Je savais que Grant pourrait aller en prison et que le mariage de Céleste pourrait se terminer. Pendant plusieurs jours, j'ai envisagé de limiter ma déclaration. Je pourrais dire que je ne me souvenais pas si Grant m'avait frappé intentionnellement. Je pourrais décrire le bureau comme un endroit où il m'avait permis de me reposer plutôt que comme un endroit où il m'avait empêché de partir. Je pourrais prétendre que j'étais trop confuse pour savoir qui avait retiré mon téléphone. Les preuves existeraient toujours, mais mon incertitude pourrait adoucir ce qui leur arriverait. C'était ce que ma famille voulait, non pas le pardon, mais une version de la vérité assez faible pour les protéger.
Lee ne m'a pas dit quelle décision prendre. Elle s'est assise en face de moi pendant que je luttais pour faire les exercices pour mon poignet. De quoi as-tu peur qu'il arrive si tu dis toute la vérité, a-t-elle demandé. Ils diront que j'ai détruit la famille. Ils le disent déjà. Ils pourraient aller en prison. Ils savaient que la violence et le fait de cacher une personne blessée étaient de mauvaises actions avant même que tu ne fasses une déclaration. J'ai regardé ma main. Mes parents pourraient perdre leur maison. As-tu emprunté sur leur maison? Non. As-tu soumis la fausse demande de prêt? Non. As-tu attaqué quelqu'un? Non. As-tu empêché quelqu'un d'appeler une ambulance? Non. Elle a laissé le silence s'installer. La semaine suivante. L'inspectrice Banton m'a rencontré au bureau du procureur pour compléter ma déclaration. Enregistré. Mon poignet était toujours soutenu par une attelle. Tenir le stylo me faisait mal. Alors la personne qui menait l'interrogatoire m'a dit que je pouvais signer électroniquement. J'ai refusé. Je voulais utiliser la main que ma famille avait attendue pour autoriser leur sauvetage. Ma signature était lente et irrégulière, mais c'était la mienne. Avant de signer, j'ai lu chaque page. Puis j'ai donné un récit complet. Je n'ai pas exagéré ce dont je me souvenais. Je n'ai pas prétendu avoir vu le nettoyage, la suppression ou les décisions de dissimulation qui s'étaient produites pendant que j'étais inconsciente. J'ai décrit seulement ce que j'avais vécu et identifié les faits ultérieurs que j'avais appris grâce aux preuves. Je n'ai pas adouci l'agression de Grant. Je n'ai pas excusé Céleste. Je n'ai pas redéfini les choix de mes parents comme de la confusion. Un témoignage véridique n'a pas créé leurs conséquences. Il a révélé les conséquences des décisions qu'ils avaient déjà prises. C'est le moment où j'ai arrêté de traiter la culpabilité comme une preuve de devoir. Les affaires ne se sont pas résolues rapidement. Mon poignet a nécessité des mois de traitement et de rééducation physique. La thérapie axée sur le traumatisme a pris plus de temps. Pendant ce temps, les avocats ont examiné les dossiers financiers, les constatations médicales, les vidéos, les données électroniques et les 4 récits contradictoires. Il n'y a pas eu une seule preuve miraculeuse. Il n'y en avait pas besoin. L'enregistrement de Ruth a prouvé que je suis entré dans la maison blessée. Les images de la sonnette connectée ont préservé l'état dans lequel je suis arrivé et la réaction de la famille. Le journal de suppression a prouvé une tentative de les retirer. Les caméras piétons ont conservé le mensonge selon lequel je serais parti. Le bureau, mes affaires manquantes et mon état médical ont montré qu'on m'avait refusé de l'aide. Les dossiers hospitaliers ont réfuté les prétentions d'intoxication. Les courriels et les documents de prêt ont établi le mobile. Ensemble, les preuves ont laissé moins de place à l'histoire de la famille chaque fois qu'ils la répétaient. Grant a finalement plaidé coupable d'agression qualifiée, de séquestration illégale et de tentative de fraude d'identité. Il a écopé d'une peine de prison de plusieurs années, de mesures d'éloignement et de la responsabilité conjointe du remboursement des frais médicaux. Lors du prononcé de la peine, il a continué à décrire l'affrontement comme un différend financier qui avait allé trop loin. Je n'ai pas répondu. Un différend financier n'a pas fait frapper sa main contre mon visage. Une date limite de prêt ne l'a pas forcé à bloquer ma voiture. Mon refus ne l'a pas poussé à prendre mon téléphone ou à me laisser sans soins médicaux. C'était des choix. Céleste a plaidé coupable d'altération de preuves et de complicité de séquestration illégale. Le tribunal a pris en compte les occasions qu'elle avait rejetées. Elle avait été témoin de l'agression. Elle aurait pu appeler le 911 depuis l'allée. Elle aurait pu me rendre mon téléphone. Elle aurait pu ouvrir le bureau. Elle aurait pu dire aux policiers que j'étais à l'intérieur. À chaque étape, elle a choisi de protéger Grant et elle-même. Elle a écopé d'une peine de prison suivie d'une liberté surveillée. Son divorce ultérieur d'avec Grant n'a pas rétabli notre relation. Mettre fin au mariage avait peut-être changé son avenir. Mais cela n'a pas changé ce qu'elle m'avait fait. Mon père a reconnu avoir fourni mes documents financiers privés sans autorisation et avoir participé au faux récit lors du contrôle de bien-être.
Il a été reconnu coupable d'infractions liées à l'obstruction et à l'utilisation non autorisée d'identité. Il a écopé d'une courte peine de prison suivie d'une mise en liberté conditionnelle et a perdu ses accréditations professionnelles en assurance restantes. Pour un homme qui avait utilisé son expertise financière comme une autorité sur tout ce qui l'entourait, la perte publique de cette autorité comptait énormément. Ma mère a été reconnue coupable pour sa participation à ma dissimulation, à la modification de preuves physiques et à l'obstruction à l'enquête de bien-être. Elle a également écopé d'une courte peine de prison suivie d'une mise en liberté conditionnelle. Son avocat a plus tard envoyé d'autres excuses. Celle-ci reconnaissait qu'elle aurait dû appeler une ambulance. Je croyais qu'elle regrettait ce qui s'était passé. Le regret ne la rendait pas sûre pour autant. Je n'ai pas rétabli le contact. Riverbank a formellement rejeté la demande de 340 000 $. Elle a retiré la fausse désignation de propriété et a confirmé que je n'avais jamais rempli de garantie valide. J'ai bloqué mon crédit, remplacé les documents d'identité compromis et je me suis inscrite à une surveillance continue. Mon crédit est resté protégé. Arland Custom Rénovation a été liquidée parce qu'elle ne pouvait pas respecter des obligations qui existaient avant mon refus. Mes parents ont finalement vendu leur maison pour faire face à la dette de la marge de crédit hypothécaire et aux frais d'avocat. Des membres de la famille élargie ont encore dit que je les avais rendus sans abri. Les dossiers financiers racontaient une histoire différente. Paul et Denise avaient mis la maison en danger lorsqu'ils avaient emprunté pour la compagnie en faillite de Grant. Ils l'avaient remise en danger lorsqu'ils avaient utilisé mon identité et fait obstacle à l'enquête. Je n'avais pas signé leur prêt, créé leur dette ni causé leurs frais juridiques. Leur perte appartenait à leur choix. Le remboursement a couvert une partie de mes factures médicales et de mes coûts de thérapie. Mais pas la totalité. La responsabilité n'a pas tout restauré proprement. Cela n'a pas rendu les mois que j'ai passés à avoir peur d'ouvrir ma porte. Ni la pleine force que j'avais autrefois dans le poignet. Même après la fin de la rééducation physique. La raideur revenait les matins froids ou après de longues heures devant mon ordinateur. Mais ma main fonctionnait. Elle pouvait écrire. Elle pouvait refuser. Elle pouvait décider quelles portes s'ouvraient et lesquelles restaient fermées. J'ai retiré mes parents de mes contacts d'urgence et j'ai désigné Lee à la place. J'ai maintenu chaque mesure d'éloignement à ma disposition. J'ai mis fin à tout contact avec Grant, Céleste, Paul et Denise. J'ai également arrêté de répondre aux questions publiques sur la réconciliation. Les gens qui n'avaient jamais été piégés dans ce bureau à l'arrière aimaient demander si la famille ne méritait pas une autre chance. Ils parlaient comme si le pardon exigeait un nouvel accès. J'ai appris que le chagrin et la distance pouvaient exister ensemble. Je pouvais pleurer la sœur que je pensais avoir sans parler à la femme qui me blâmait pour la violence de son mari. Je pouvais me souvenir des bonnes années de mes parents sans leur faire confiance lors d'une autre urgence. Je pouvais ressentir de la peine de voir la maison vendue sans accepter la responsabilité de la dette garantie sur celle-ci. Ruth et moi sommes restés en contact. Je l'ai remerciée plus d'une fois d'avoir appelé le 911. Elle donnait toujours la même réponse, j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Elle avait su un soir ce que ma famille refusait de comprendre. Aider une personne blessée ne nécessitait pas la permission des personnes qui lui faisaient du mal. Des mois après les dernières procédures, le greffier des scellés m'a contacté au sujet des objets restants récupérés dans mon sac à main. Parmi eux se trouvait la vieille clé en laiton de la maison de mes parents. Pendant 17 ans, je l'avais portée comme la preuve que j'y aurais toujours ma place. Le greffier m'a demandé si je voulais qu'on me la rende. J'ai dit non. À ce moment-là, la maison avait été vendue. La clé n'ouvrait plus rien qui appartenait à ma famille. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle je l'ai laissée derrière moi. Je ne voulais plus avoir accès à un endroit où l'appartenance dépendait de l'obéissance. Le soir où mes restrictions médicales ont enfin été levées. Je suis rentré dans mon appartement après la thérapie et j'ai posé mes clés sur le comptoir. Il y en avait moins maintenant. L'y était inscrite comme mon contact d'urgence. Mon crédit était sécurisé.
Les mesures d'éloignement restaient actives. Les gens qui avaient traité mon identité, mon argent et ma sécurité comme une propriété familiale n'avaient plus accès à aucune partie de ma vie. Je me suis tenu à l'intérieur de mon propre foyer et j'ai écouté le silence. Il y avait du chagrin en lui. Il y avait aussi de la liberté. De ma main guérie, j'ai fermé la porte de mon appartement et je l'ai verrouillée de l'intérieur.